Affaire Jean-Luc Rahag et Didier Ramanouel, les journalistes sont descendus dans la rue d'Antananarivo aujourd'hui suite au placement en détention préventive des deux responsables de presse à la maison centrale d'Antanmour. La manifestation des étudiants se poursuit. Bilan, un homme a été blessé suite au jet de pierre. Certains points de vente ont été saccagés. Les manifestants se sont enfuis après les premiers jets de grenades lacrymogènes. Et enfin, les dépouilles des victimes de la Malaysia Airlines ont été autorisées à quitter la région, tenues par les séparatistes pro-russes, un premier geste des nationalistes qui ont par ailleurs remis les boîtes noires aux experts malaisiens. L'identification des corps pourrait prendre des mois. « 27 heures que nos confrères Jean-Luc Rahag, directeur de publication du journal Madagascar Matin, et le rédacteur en chef Didier Ramanouel ont été incarcérés. À cet effet, des communiqués nous sont parvenus. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal en version française sur Cool TV. Le syndicat des journalistes de Madagascar se joint à tous ceux qui se sont déjà exprimés pour condamner l'incarcération des deux journalistes de Madagascar Matin et la célérité avec laquelle les procédures ont été menées. Le syndicat des journalistes de Madagascar exprime ses profondes préoccupations devant les menaces qui pèsent sur la liberté de la presse et tient à réitérer que tous ces événements donnent raison au syndicat des journalistes de Madagascar pour le combat qu'il a mené depuis 2012 en faveur de cette liberté. Le syndicat des journalistes de Madagascar attire l'attention de l'ensemble de la société civile, de toutes les forces vives de la nation, ainsi que de la communauté internationale sur la nécessité urgente de défendre les acquis de la liberté d'expression face aux dangers réels qu'encourt actuellement la presse nationale. Le syndicat des journalistes de Madagascar revendique la libération immédiate des deux journalistes, faite à Antananarivo, ce 22 juillet 2014. Face à la tournure que prennent les poursuites contre deux journalistes, le groupement des éditeurs de presse d'information et du multimédia de Madagascar ne saurait rester indifférent à une époque où la législation mérite une modernisation des textes afin d'élargir l'espace d'intention, pour autant d'exiger une déresponsabilisation des journalistes par une espèce d'immunité qui ne dirait son nom. On ne peut que d'élever contre la détention préventive qui frappe deux cadres du quotidien Madagascar Matin. En attendant une dépénalisation que devrait consacrer le Code de la communication, faisant actuellement l'objet de diverses concertations, la détention, qui plus est préventive, apparaît comme une mesure excessive, révélant un zèle suspect, suscitant une levée de boucliers des professionnels, mouvement auquel le GEPIMM joint sa solidarité tout en exprimant une stupéfaction réprobatrice. Les journalistes sont descendus dans la rue d'Antananarivo aujourd'hui suite au placement en détention préventive de deux responsables de presse à la maison centrale d'Antanmour. Une manifestation est prévue demain, jour du procès, devant le palais de justice à Nous. Le syndicat des journalistes de Madagascar dénonce une procédure expéditive et interpelle les menaces qui pèsent sur la liberté d'expression à Madagascar. Reportage de Gaëtan Angislav. Brandissant des pancartes, près d'une centaine de journalistes sont descendus dans la rue, en plein centre de la capitale et sur le lieu emblématique de la contestation populaire, la place du 13 mai. Nous n'acceptons pas l'emprisonnement des journalistes. Jean-Luc Rahag, directeur de publication, et Didier Ramanouel, rédacteur en chef du journal Madagascar Matin, dorment actuellement à la prison d'Antanmour. Le syndicat des journalistes de Madagascar dénonce la célérité de la procédure et interpelle la société civile.
Les forces vives de la nation et la communauté internationale sont face aux dangers réels qu'encourt la liberté d'expression à Madagascar. Jean-Luc Krag et Didier Ramanouil ont connu l'enfer de 9 heures d'audition devant la gendarmerie et le parquet pour une lettre de lecteur sur la base de laquelle 3 ministres Riv Rakoutvou, Antelme Rampalan et Narsan Rafidmanan ont porté une plainte pour diffamation. L'incroyable décision du magistrat de placer les 2 journalistes sous mandat de dépôt à la maison centrale d'Intanmour a plongé l'opinion publique et les journalistes dans la stupéfaction générale. L'atelier tenu à un tirabé sur le code de la communication se penche actuellement sur la dépénalisation des délits de presse. 3 codes de communication régissent le métier du journalisme dans le monde, la Convention de Florence, le Code de Munich et le Code des Nations. Les recommandations de l'atelier sont attendues à la une de cette affaire. Sur le plan politique, aucune proposition de loi n'a vu le jour à l'issue des 2 jours de concertation nationale sur la décentralisation. Les séances se sont focalisées sur la collecte des idées émanant des participants. On ignore la date de restitution de toutes ces données. La valorisation du Fuknoul, Fuktan, communes et régions sont les points qui ont été soulevés durant cet atelier. Ejnirin Arabari. Toutes les suggestions qui ont été proposées durant la concertation nationale seront restituées en propositions de loi et seront insérées dans le programme général de l'État. L'on ne sait quand est-ce que ces actions seront effectives. Le Premier ministre a simplement précisé que la restitution se fera dans les meilleurs délais pour passer aux élections. L'organisation de la concertation nationale a été inéluctable, a ajouté le ministre de l'Intérieur, Mafal Olivier. Cet atelier a permis de collecter toutes les propositions des forces vives de la nation. Néanmoins, il a donné l'impression d'être bâclé et organisé dans la précipitation. Le ministre a soulevé que la concertation nationale n'est pas un prétexte pour reporter les élections. Ces 2 jours de concertation ont permis, selon lui, d'élaborer les lois sur la décentralisation. Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement est organisé dans le pays. La faille se situe dans le passage à l'action. L'opinion publique attend des signes pour la tenue des communales dans les délais. Sur cet aspect, la concertation nationale n'aura pas été convaincante. La manifestation des étudiants se poursuit. Bilan, un homme a été blessé par une pierre de fronde. Des infrastructures ont été détruites. Le dossier portant sur les doléances des étudiants d'Ankats a été transmis au ministère de l'Enseignement supérieur. Zora Koutenjin. Tôt dans la matinée, les éléments des forces de l'ordre se sont postés devant l'université d'Akatsu. C'est par des sifflements que les étudiants d'Akatsu ont débuté leur manifestation aujourd'hui. Les étudiants ne sont pas sortis de l'enceinte universitaire. Devant le portail, ils se sont retrouvés face aux forces de l'ordre. Pendant près d'1 heure, les 2 protagonistes se sont observés sans agressivité. Des étudiants réclamaient la reprise des cours de la 4e année dans la filière sciences et lettres. Puis tout s'est déclenché et les pierres ont commencé à voler. Un jeune a même été aperçu faisant tournoyer une fronde. Un passant a été blessé à la tête par une de ces pierres. Les responsables de l'université se sont dirigés vers les forces de l'ordre afin de trouver les moyens de calmer la manifestation. Mais des étudiants sont sortis de l'enceinte de l'université et ont commencé à incendier tout ce qui se trouve à leur passage. Un point de vente de gâteaux et viennoiseries a été pillé et vandalisé. Les manifestants se sont dispersés après les premières grenades lacrymogènes. De l'alcool au lieu de charbon, la production d'éthanol comme combustible pourrait générer jusqu'à 5 millions d'ariars par jour pour le paysan. Elle représente par ailleurs 50 000 créations d'emplois. L'éthanol est plus avantageux pour les ménages que le charbon ou le bois à brûler, sans compter les retombées environnementales en termes de protection, préservation des forêts. Reportage de Nyandre Narsou. Au village d'Impasimputs, les femmes font la cuisine avec de l'éthanol, non avec du charbon ou du kitaï, le bois de chauffage. Cette nouvelle source d'énergie ne pose aucun problème de production. Le village est noyé dans des champs de canne à sucre, de manioc ou de maïs.
L'ONG Ingouvoumane incite les paysans de la commune de Ran Mafan à produire moins de rhum artisanal, mais plus d'éthanol pour les foyers de leur cuisine. 1 litre d'éthanol permet 8 heures de cuisson, amplement suffisant pour les 3 repas quotidiens. Cet alcool est vendu à 1500 arrières le litre dans la commune Ran Mafan, où s'étend une plantation de 600 à 900 hectares de canne à sucre et l'usine de transformation de l'éthanol. Le premier avantage de ce projet, c'est la création d'emplois. Ça va créer jusqu'à 50 000 à 100 000 d'emplois pour une unité de durée pour faire éparpiller le même unité comme ça dans chaque région de notre pays. Tout dépend des financements. Donc à notre niveau, pour faire construire, mettre une mise en œuvre d'une unité comme ça, c'est 3 mois. Outre les avantages par rapport au prix, la production d'éthanol offre un autre débouché pour la canne à sucre que la fabrication du tokagasi. Le rhum paysan vendu dans la clandestinité est souvent mortel. L'ONG Ingouvoumane calcule que 100 000 familles peuvent économiser plus de 1 million de dollars si elles utilisent de l'éthanol à la place du charbon de bois. 5 litres de cette source d'énergie bio suffiraient pour la consommation hebdomadaire d'un foyer pour une semaine. L'usine d'essai produit 2000 litres d'éthanol par jour. Depuis 2013, la loi malgache permet la production de l'éthanol comme combustible. Le décret d'application est attendu cette année. C'est un projet à la fois économique pour le prix, mais aussi écologique. Le lancement officiel de la production de l'éthanol combustible a été célébré hier à Brickaville, là où la sucrerie historique tombe en ruine. Face à la hausse des carburants depuis hier, l'utilisation des cartes carburant sera effective à partir du mois d'août. L'État compensera l'écart de 80 arrières entre le prix à la pompe actuel et l'ancien prix. Une mesure d'accompagnement prise afin d'éviter la hausse du frais de transport. Toutefois, un critère a été établi afin de déterminer ses bénéficiaires. Michela Ranardson. Comme l'a affirmé le ministre des Transports Ulrich Angiatin, des mesures d'accompagnement seront mises en œuvre afin d'éviter la hausse du frais des transports. Ce filet de sécurité démarra à partir du mois d'août par l'utilisation de cartes carburant et du terminal permanent électronique. Dans le système de transport, donc, le filet de sécurité se traduira par une utilisation de cartes PPE. À partir de l'utilisation de ces cartes, les transporteurs vont d'abord payer le tarif normal affiché à la pompe, mais il y aura une compensation qui sera calculée sur la base de l'utilisation de ces cartes. C'est-à-dire que nous, au niveau de l'ATT, on saura qu'une telle voiture a pris 30 litres ou 20 litres, et il y aura une compensation donc entre le prix qui a été affiché hier ou avant-hier et le prix à la pompe actuellement. Des critères ont été établis afin de déterminer les bénéficiaires de cette mesure de compensation. D'après le directeur général de l'ATT ou Agence des transports terrestres, seuls les transporteurs membres d'un organisme de transport ou de coopérative titulaires d'un numéro d'identification fiscale, la statistique ainsi que la licence d'exploitation seront les bénéficiaires. L'écart entre le prix à la pompe actuel et l'ancien prix du carburant sera compensé par l'État malgache à l'aide d'un système moderne banking mobile ou le transfert d'argent par téléphone 48 heures ou 72 heures après l'achat du carburant. Si la hausse du gasoil est de 80 arrières par litre, jusque-là, il n'y aurait pas hausse des frais de transport en commun. Le secrétaire général du syndicat national des transports, Rakutenijina Emile, affirme que jusque-là, malgré la hausse du carburant, aucune décision d'augmentation des frais de taxi B n'est pas en vue. Et on passe aux actualités internationales. Les corps d'une partie des victimes du crash ont pris le chemin des Pays-Bas afin de procéder aux identifications. Sur les 298 victimes du crash aérien, 200 corps environ se trouvaient à bord des 5 wagons réfrigérés hier en fin d'après-midi. Il a atteint dans un premier temps à Donetsk, puis a poursuivi sa route jusqu'à Kharkiv. Un signe d'apaisement alors que l'Union européenne s'apprête à durcir ses sanctions
en direction de Moscou. Suivez le reportage de France 24. Dans les 5 wagons de ce train réfrigéré reposent les corps de 282 victimes du crash du Boeing de Malaysia Airlines et les restes de 16 autres. Des corps qui arrivent en gare de Kharkiv, une zone contrôlée par Kiev, et qui seront ensuite transportés en avion aux Pays-Bas avant d'être identifiés et remis à leurs familles. Un geste des séparatistes pro-russes pour montrer leur bonne volonté, alors que leur responsabilité est pointée du doigt, notamment par les États-Unis. Autre geste, la restitution aux autorités malaisiennes des 2 boîtes noires ce lundi, en présence de nombreux journalistes. Nos priorités sont les corps, les boîtes noires et le site du crash. Je vois que les boîtes noires sont en bon état avec seulement des altérations mineures. Le décryptage des conversations et des paramètres techniques devrait permettre de connaître les dernières minutes du vol, mais cela ne suffira pas pour expliquer l'origine de la catastrophe. La difficulté pour les enquêteurs sera d'analyser chaque pièce de l'avion et beaucoup ont déjà disparu, ce que déplore l'Australie, qui a perdu 27 de ses ressortissants. Après le crime, vient la tentative de maquiller les preuves. Ce que nous avons vu là, ce sont des indices altérés à une échelle industrielle. Cela doit cesser. La zone du crash sous contrôle des séparatistes pro-russes a été pillée et piétinée pendant plusieurs jours. Dépassé par la situation, le gouvernement de Kiev a donc demandé aux pays dont des ressortissants ont péri d'envoyer sur place leurs propres policiers pour préserver l'inviolabilité du site. Mais toujours en rapport à ce crash du vol MH17, le Premier ministre néerlandais a annoncé dans la journée que l'identification des corps pourrait prendre des mois. Les premiers rapatriements auront lieu aux Pays-Bas dès demain, en soulagement pour les proches des défunts. Sur place, la vague d'indignation est immense et la vague d'émotion touche aussi bien les familles que l'ensemble des pays. Reportage de France 24. Il avait 23 ans. Brice Fredericks était à bord du MH17, direction Bali pour des vacances avec sa petite amie Daisy. Aujourd'hui, la mère du jeune homme n'a qu'un souhait, que les corps soient rapatriés. Ils sont là-bas depuis 3 ou 4 jours. Je ne sais même plus. Quand je suis dans mon lit, je vois le corps de mon fils sur le sol. Je vois le corps de Daisy, de Brice, je les vois dans ma tête. Une détresse partagée par tout un pays, en deuil. Parmi les victimes du crash, 193 étaient originaires des Pays-Bas. Lundi après-midi, une marche blanche était organisée dans les rues de Rotterdam. Et l'émotion dépasse les frontières. Devant l'ambassade des Pays-Bas aux États-Unis, des dizaines de bouquets ont été déposés. Au milieu des fleurs, des messages de condoléances adressés aux familles des victimes. Des familles qui ont l'impression d'être tenues à l'écart des décisions. Elles ont été reçues par le roi et le Premier ministre hollandais. Dans les discours, un mot revient, la colère. Les gens à qui j'ai parlé m'ont fait part de leur colère. Colère bien sûr envers l'Ukraine et la Russie. Mais colère aussi envers le gouvernement hollandais, parce que toutes ces personnes attendent de nous plus d'informations sur la suite. Lundi, une équipe d'enquêteurs néerlandais a pu réaliser un premier examen des corps. Le train où ils sont entreposés a finalement quitté la gare de Torres. Les dépouilles feront un arrêt à Kharkiv avant d'être transportées par avion aux Pays-Bas. Tout de suite après ce journal, suivez le magazine de mode Mirror & Strass, présenté par Gaël Evida, et plus tard dans la soirée, le film The Pretty One. C'était le journal, merci de votre attention. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV.